Venez, céleste feu. Courez, feux éternels. Volez. Ceux de Sodome, onques ne furent-elles. Empuantissez l'air de vengeance céleste, de poison, de venin et de volante peste. Soleil, baille ton char au jeune phaéton. N'anime rien sabbat si ce n'est des pitons. Vent, ne purge plus l'air, brise, renverse, écrase, noie au lieu d'arroser, sans échauffer, embrase. Nos péchés sont au comble, et jusqu'au ciel monté, par-dessus le boisseau, verse de tous côtés. Terre qui sur ton dos porte à peine nos peines, change en cendres et en os tant de fertiles plaines, embourbe nos gazons, nos plaisirs, en horreur, en soufre, nos guérets, en charogne, nos fleurs. Déluge, retournez. Vous pourrez par votre onde noyer, non pas laver, les ordures du monde. Je ferai par ma mort et par ma vie heureuse mon corps conjoint au sien en la mort ténébreuse, mon âme avec la sienne unie au firmament. Je briserai la nuit les rideaux de sa couche, assiégeant des 3 sœurs infernales son lit, portant le feu, la plainte et le sang en ma bouche. Le réveil ordinaire et l'effroi de la nuit, mon cri contre le ciel, frappera la vengeance du meurtre ensanglanté fait par son inconstance. Daubigné est notre Hugo. Il est celui que Hugo crut être et réussit à faire croire qu'il était, dit Thierry Monnier dans son introduction à la poésie française. Aucun autre poète de France, poursuit-il, n'a cette carrure terrible, cette voix de géant inspiré, ce souffle fait pour les trompettes des désastres cosmiques, pour le rassemblement des nuées du déluge, la chute des murs réprouvés, l'appel de l'aube à Josaphat. Son œuvre est d'une richesse incomparable, et ce ne sont pas seulement les tragiques, noirs bataillons d'alexandrins rangés sous leurs enseignes farouches, fer, feu, vengeance, ce sont aussi les grands recueils de l'hécatombe, du printemps, des psaumes, que traversent non point des éclairs passagers, mais de grandes vagues lyriques, de grands enchaînements de strophes maintenus sans faiblesse à la plus haute altitude qui soit. Il n'est pas un poète qui appartienne aussi peu que Daubigné à notre vivant univers. Voilà ce que dit Thierry Monnier. Monsieur Descottes, combien vivant, malgré tout, est Daubigné, et quel personnage également exceptionnel. Oui, extraordinaire, extraordinaire vivant, comme vous venez de le dire, et vie somptueuse aussi, d'homme d'action, autant que de poète et de théologien et de polémiste. Comment vous êtes-vous attaqué à cette biographie? Donc ça représente une recherche de documents très importante. Oui, il y a beaucoup de recherches, mais on n'est jamais devancier, on est toujours suiveur. Là-dessus, vous avez su créer un roman de Dumas. Écoutez, la vie même, n'est-ce pas, est étonnante, puisqu'on croise dans cette existence la plupart des héros ou des types dont Dumas s'est servi pour la série des 45, de la Dame de Montsoreau, la Reine Margot, etc. Et Daubigné était un enfant prodige. Ah mais certainement, écoutez, on se demande même à quel point, on se demande si tout cela peut être même vrai. Songez que ce petit garçon à 6 ou 7 ans oui, et écrit même, je ne dirais pas l'hébreu, le grec, le latin, mais enfin beaucoup d'hébreu, beaucoup de grec, beaucoup de latin en sus du français. Eh bien, c'est absolument fascinant. Il était la science même, mais en même temps, il rejetait l'érudition pour aller se battre. Exactement. Alors c'est un tempérament. C'est là où on a affaire à un tempérament, comment dirais-je, d'une richesse et d'une violence aussi très rare, puisque
il a attendu en trépignant depuis la première guerre de religion jusqu'éclate la seconde et même la troisième pour pouvoir s'enfuir de chez lui et rallier les compagnies protestantes. Il a été l'un des grands capitaines huguenots, moins célèbre que l'a été Lanoux, bien entendu, Lanoux dit bras de fer, qui était aussi un personnage magnifique, moins célèbre aussi, bien entendu, que Coligny, qui était l'un des chefs du parti, mais il a eu non seulement un rôle militaire, et c'est ça ce qui est très frappant, c'est l'alliance de tout dans cet homme. La richesse de cette personnalité, c'est que moi, ce qui m'a beaucoup touché, et je crois que me touchera toujours maintenant que j'ai découvert, c'est son amitié avec le futur Henri IV, qui est quelque chose de très exceptionnel, dans la mesure où ce personnage, non pas du tout d'une pièce, mais si ferme qu'était Agrippa, a toujours servi en quelque sorte de conscience au roi, lui reprochant dans les termes les plus violents ce qu'il considérait comme ses faiblesses, tant avec les femmes qu'envers sa foi et qu'envers la politique à suivre. Engueulant Henri IV, il n'y a pas d'autre mot, Henri IV le flanquant à la porte et le rappelant toujours. C'est très très beau. De ses relations avec les femmes ressortent des poèmes qui sont partiellement d'une tendresse étonnante, et puis d'une vigueur et d'une violence. Il est aussi violent dans ses poèmes sur ses aventures féminines que sur ses poèmes guerriers. Il est aussi violent. C'était vraiment un homme de comment dirais-je, de combat, si j'ose dire, jusque le combat amoureux aussi. Ses aventures féminines sont également inséparables d'ailleurs, puisqu'il s'est fortifié pour protéger ses amours à la fin de sa vie. Mais oui. C'est inséparable de son côté bretteur. Tout se tient. Un élan qui, au fond, l'a empoigné de la naissance à la mort, et cela pendant près de 80 ans, ce qui est exceptionnel. Je dis n'est pas univoque, car quand même, dans ses poèmes, il y a 1000 faces. Il y a 1000 faces, en effet. J'ai regretté que vous ne citiez presque pas ces poèmes. Je regrette aussi moi-même le mouvement fracassant, la trépidation de cette vie permanente, de cette vie du début jusqu'à la fin, m'a peut-être étourdi moi-même et m'a fait oublier, si vous voulez, ces citations. Est-ce qu'il a toujours été entièrement convaincu par les théories huguenotes? Je crois que oui, sauf une fois. Il a semblé fléchir une fois, enfin, après qu'Henri IV lui rembarrait d'une façon plus violente que les autres. Il a eu l'impression de tomber en disgrâce, en même temps que de ne pas pouvoir arriver à convaincre les parents, le tuteur de la femme qu'il aimait, de la fille qu'il aimait, de l'autoriser à l'épouser. Il déclare que, au fond, il est dégoûté de tout et que, pourquoi pas, il va rechercher au livre catholique s'il n'y a pas moyen d'y trouver quelque chose de bon. Et alors là, il se fait prêter une masse de livres par tous ses amis catholiques. Il avait des amis catholiques, il en a toujours eu. Non, des amis qu'il ne tuait pas. Ce qu'il y a de tout à fait saisissant dans l'existence d'Agrippa d'Aubigné, c'est vous disiez tout à l'heure, il n'est pas univoque, mais c'est l'unité de cette existence, l'unité de l'homme, l'unité du personnage et l'espèce de vertu au sens romain qui s'en dégage. L'enfant Aubigné, dit-on, âgé de 9 ans, ne pleura point pour la prison, mais oui bien quand on lui ôta une petite épée bien argentée et une ceinture à fer d'argent. Il irrita, selon lui, l'inquisiteur par la rigueur de ses réponses. En revanche, séduisit les officiers de M. Dachon par son habit de satin blanc et ses broderies d'argent. Aussi le conduisirent-ils auprès de leur chef, où, par plaisanterie, ils lui annoncèrent que, faute d'abjurer, il serait, lui et les siens, condamnés au feu. « L'horreur de la messe m'enlève celle du feu », aurait-il répondu. Charmé peut-être par cette bravoure, Dachon, brigand mais musicien, ayant des violons, lui demanda de danser la gaillarde. Il la dansait de fort bonne grâce, s'attirant l'admirative affection de tous, lorsque l'inquisiteur, surgissant, fulminant dans la salle de bal, couvrit d'injures musiciens et danseurs et fit remettre incontinent l'enfant en prison. Revenu auprès de ses compagnons, il leur annonça leur sort, la messe ou la mort. Béroald sonda les cœurs. Tous choisirent la mort. 2 heures plus tard, apparaît un gentilhomme, sans doute le chef de leur garde, lequel, les traits altérés, leur apprend avoir été moine, embrasse Agrippa avec effusion et, se tournant vers Béroald, déclare passionnément « Il faut que je meure ou que je vous sauve tous pour l'amour de cet enfant. Tenez-vous prêt pour sortir quand je vous le dirai.
Cependant, donnez-moi 50 ou 60 écus pour corrompre 2 hommes sans lesquels je ne puis rien. » Les écus sortent à l'instant des souliers qui les cachaient. Le sauveur disparaît. Il reparaît à minuit dans un fortissimo des Rossignols, dont la forêt toute proche était pleine, accompagné de 2 gaillards, les mêmes peut-être, qu'il avait annoncé devoir soudoyer, et s'adressant à Béroald, « Vous m'avez dit que le père de ce petit homme avait commandement à Orléans. Promettez-moi de me faire bien recevoir dans les compagnies. » En ce temps-là, les moines se faisaient couramment cavaliers, et de même changeaient de parti. Béroald lui garantit une réception chaleureuse assortie d'une récompense. Là-dessus, tout le monde se prend par la main car la nuit est profonde. Le moine tenant celle d'Agrippa et conduisant la file sans bruit au-delà d'un corps de garde, puis dans une grange où était remisé le coche des voyageuses, puis dans des blés, à grand froissement de tiges vertes et vif émoi des perdrix assises sur leur nid, jusqu'au chemin de Montargis qu'ils atteignent sans autre alarme. Dumas n'aurait pas osé ce récit. Montargis est la résidence de Renée de France, fille de Louis XII. Ce fut pour Agrippa que l'asile fut le plus doux. 3 jours de suite, Renée de France le fit asseoir à côté d'elle sur un coussin pour entendre ses jeunes discours sur le mépris de la mort. La mort est quotidienne. Le tueur est admis, sinon célébré. Des dizaines de capitulations à vie sauve s'achevèrent en extermination des vaincus sans susciter d'indignation durable ni même particulière. Paix mal faite et mal entendue donne Agrippa pour cause à la tuerie qui suivit la prise de Pons. On jugerait légèrement ces hommes étrangers à l'humanité. Le mot « sauvage » ne suffit pas à les distinguer, non plus que le mot « sanguinaire ». Ils ne tuent pas comme ils respirent, mais comme ils meurent. La mort alors est banale, à tous les âges de la vie. Dieu est amour, savent aussi bien catholiques et réformés. Le paradoxe hante certainement les consciences des combattants, mais la coutume et leur pulsion le leur font mépriser. Tout paralytique qu'il était, Savignac s'était trop avancé en pays hostile. Agrippa ne fut pas quitte pour avoir échappé à la mort à 16 ans dans le village du soldat. Il raconte sa fuite en ajoutant d'autres mystères au premier, la tuerie. Seul, il passe la Dronne grâce à un paysan nommé Perrault de Fargue, venu pour le tuer. Pourquoi, comment, au nom de qui? A-t-il désarmé l'homme et l'a-t-il forcé à lui servir de guide? Silence. À ce passage, contre toute espérance, il sauve son cheval de la vase en le tirant par la bride. Il passe encore l'île à Laubardemont. À l'entrée de Coutras, son guide l'abandonne. Il enfile la Grand-Rue jusqu'au quai pour repasser la Dronne. Tous ses mouvements sont clairs sur une carte. Et commence à s'enquérir du guet lorsqu'il voit courir à lui 4 arquebusiers avant-garde de toute une troupe. Il les salue de son premier pistolet, saute à l'eau, traverse à la nage, levant d'une main en l'air son second pistolet pour ne pas en mouiller la poudre, canardé par toute la bande restée sur le quai et par d'autres qui accouraient de l'autre côté. Et ce n'est pas fini. Décrivant cela devenu vieux, il donne l'impression de courir encore. Le biographe ne peut négliger trop des événements qui firent la trame de sa vie jusque dans sa vieillesse et le fondement de la majeure partie de son œuvre, sinon le tout, car ses amours même dépendirent de cette grande et terrible querelle de la Réforme, dont la plaie n'est toujours pas refermée, bien que ses victimes et ses héros, les seconds souvent confondus avec les premières, soient depuis longtemps poussière, au mieux squelette. Heureux Agrippa de 18 ans, capitaine enthousiaste d'enfants perdus, plein de force, de bravoure, d'intelligence et de sensibilité,
L'œuvre mûrit déjà dans le fier bras juvénile qui s'ébroue devant la mort. Il n'a pas tenu à lui qu'elle s'enfante dans le sang, mais le sang la nourrit comme les humanités seules et l'écriture même n'y auraient pas suffi. Laissons cela, il n'est pas encore temps. Le jeune capitaine, abreuvé aux psaumes et à l'évangile, se précipite euphorique au siège de Cognac. Qui n'assiégerait Cognac, ses chais, ses caves, avec enthousiasme? Il y mène ses enfants perdus avec un collègue enseigne d'Asnières nommé d'abord Blanchard, puis Cluzot. On change de nom comme d'arquebus parmi les hérétiques. Des sergents attachés à leurs chais et remontés sans doute à l'eau-de-vie les reçoivent avec rudesse. Les repoussant, semble-t-il, car notre homme en pourpoint, souligne-t-il, c'est-à-dire exposant sa chair sans cuirasse, Bernard l'ermite entre deux coquilles, traîne un buffet et 2 coffres, travail qui donne soif. Au bout d'un pont-levis de la ville pour le bloquer, il faut croire en position basse, non sans perdre à la manœuvre plusieurs de ses enfants les plus valeureux. Un gentilhomme qui l'avait suivi pour le plaisir fut enlevé en ville comme par une grue par le pont lui-même, relevé en hâte pour empêcher un retour de ce furieux. On ne sait de quoi ni quel jour mourut son épouse Suzanne de Lezay. Elle disparut à la fin de 1595, aussi discrètement qu'elle avait vécu, dans son Poitou qu'elle n'avait guère quitté, du moins peut-on le supposer. Ses 5 enfants, 3 garçons, 2 filles, étaient encore vivants. 2 des garçons la suivraient bientôt. La rupture avec Diane Salviati avait été prétexte à des centaines de strophes, mélanges étincelants d'imprécations, d'exaltation et de regrets. La mort de Suzanne fut autrement ressentie. En dedans. Pas d'ostentation ni de déclamation, pas d'explosion littéraire, une discrétion assourdissante, une retenue du fond de l'être. Oh Dieu, tu m'as fait durer pour toujours plus endurer. Ma vie a été condamnée en mes tendres ans, et quand j'ai été sur le seuil de la geôle pour marcher au bûcher, tu as retiré mon âme du feu des hommes pour l'embraser du tien. Tu l'as fortifiée contre toutes sortes d'accidents, tu l'as retirée des naufrages, du précipice de l'horreur des batailles, et quelquefois d'entre les corps étendus, et puis voici ce que tu lui as fait sentir. Tu ne m'as point blessé aux extrémités et membres qui, retranchés, laissent le reste traîner quelque misérable vie, mais tu m'as scié par la moitié de moi-même. Tu as fendu mon cœur en 2 et dissipé mes entrailles en arrachant de mon sein ma fidèle, très aimée et très chère moitié, laquelle, comme génie de mon âme, me tenait fidèle compagnie à tes louanges, m'exhortait au bien, me retirait du mal, arrêtait mes violences, consolait mes afflictions, tenait la bride à mes pensées déréglées et donnait l'éperon au désir de m'employer à la cause de la vérité. Diane, sa nièce, ne fut pas rêvée. Elle fut palpable et palpée. Elle eut des émois qu'elle choisit d'oublier, du moins d'interrompre. C'est son secret. Elle fut comme son amant de chair et de sang. Agrippa ne l'oubliera pas, et lui aussi eut son secret. Le printemps, expression torrentielle et maîtrisée d'une déception incurable jusqu'à sa mort. Et sa force à nos yeux n'est pas diminuée d'en savoir l'édition posthume. Rien n'est le destructeur de ma pauvre espérance que le passé présent, ô dure souvenance, qui me fait de moi-même ennemi devenir. C'est quelques jours après ses fiançailles avec Diane, dont la nouvelle n'avait pu qu'atterrer le pays, qu'il sera attaqué par cet inconnu monté sur ce cheval turc à la porte de cette auberge, dans ce village dont il ne dit pas le nom,
éloignés, sait-on seulement, de 80 kilomètres de Talcy. Il les parcourra, on ne sait comment, la tête ensanglantée, pour mourir, dira-t-il à ses enfants, dans les bras de Diane. Étrange attendrissement sur soi, il ne mourut qu'en 1630, mais ce ne fut pas sa faute. À Talcy, il s'effondre, sombre dans un coma qui tantôt dure 3 heures, tantôt 8 et même 2 jours, selon les variantes de ses écrits. Inconscience hantée de visions sur le sort de la France, de la religion et de son amour, d'où il tirera les tragiques. Diane, bouleversée, se fait son infirmière, cautérise ses plaies, comprime ses artères, étanche son sang, le guérit et rompt, ne l'ayant jamais vu si longtemps de si près. Hélas, ses soins ont redoublé la passion du soigné que sa faiblesse lui interdit de trop exprimer. Il aura à ce propos cette phrase curieuse. Sans ce changement de sang, il n'eût pu soi-même se supporter en la pétulance naturelle qui le dominait, s'avouant jusque-là incapable de se contrôler. Son rétablissement est bientôt complet. À preuve cette anecdote, ses parents catholiques n'avaient pas renoncé à faire main basse sur les Landguinmer. La justice civile d'Orléans lui avait rendu son héritage, restait à l'ecclésiastique à se prononcer. Et voilà le procureur de son évêque qui surgit à Talcy avec 6 officiers de justice pour se saisir de lui. « Il n'y est pas », répond Salviati. Le promoteur tourne les talons avec des menaces, refusant de délivrer l'attestation de sa visite et de son échec. Agrippa, informé, bondit à cheval, s'élance après la bande, la rattrape au bout de 2 lieues et le pistolet entre les dents, force le promoteur à rédiger l'attestation, s'amusant de surcroît à lui faire renier les articles de la foi catholique ignorés de la réformée. Diane craignit-elle de se lier pour toujours avec semblable énergumène? Agrippa se remarie le 24 avril 1623 avec une veuve merveilleuse. À 71 ans, il touchait au bonheur pur. Les assassins, qu'il demeurera toujours persuadé lui être envoyés par ses innombrables ennemis, ne l'altéreront pas. Les jeunes mariés partagèrent leur temps entre Genève et la campagne, l'hiver en ville, chez René, l'été au Crêt, où ils regardaient mûrir leurs raisins, faisaient de la musique et recevaient leurs amis, bien plus nombreux que leurs ennemis. La musique peut surprendre chez ce brutal, qui eut pourtant d'autres goûts que celui du tambour, et l'on peut croire qu'il pratiqua les instruments à cordes. Son inventaire, après décès, mentionne une grande viole basse, 2 moyennes et un violon, instrument de la tendresse autant que de la passion. Les tueurs chargés de l'expédier l'occupaient beaucoup, car ils voyaient certainement dans ces poursuites le comble des honneurs terrestres. À peine acheté le manoir, il avait demandé la permission de le fortifier au Petit Conseil. « Oui, mais légèrement, » lui répondit-on, rien qu'on fût obligé de démolir en cas de guerre pour ne pas offrir une forteresse à l'ennemi. Rien que pour se protéger des larrons et meurtriers, précisa-t-il. Il entoura sa maison d'une sorte de glacis baptisé courtine fermée et fit construire dans ses hauts un bâtiment avec un cul de lampe, sans doute une guérite en encorbellement pour surveiller la campagne à l'aise. Contrôlant ses travaux, agile comme un chevreuil à 72 ans, il saute un jour si fort sur un échafaud qu'il le rompt, Étant par-dessus le 5e étage. Le voilà, empoignant d'une main une pierre saillante, surplombant 2 bois très pointus qui m'attendaient pour m'empaler si le secours des miens eût tardé. Dieu ne voulant, en aucun temps ni lieu, me laisser sans péril. C'était Un livre des voix, une émission de Claude Mourtet, Agrippa d'Aubigné de Éric Descotte, avec Pierre Constant, Jean Topard, prise de son et mixage Jean-Richard Dufour et Yannick Legendre, assistant
Gaël Amaillon, réalisation de Claude Roland-Manuel qui s'entretenait avec Éric Descott. Demain, Louise de Prusse, édition Perrin de Joël Schmitt, par Catherine